Malgré la vaccination, un vent d'inquiétude souffle sur l'Europe. La progression des contaminations à la Covid-19 se généralise sur le continent et les mesures restrictives font leur retour. Alors l'Europe va-t-elle devoir se reconfiner cet hiver? C'est notre grand angle avec vous, Catherine Hill. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes épidémiologiste à l'Institut Gustave Roussy près de Paris. Première chose, est-ce que l'hiver s'annonce rude cet hiver en Europe? Oui, tous les indicateurs montrent qu'il y a de plus en plus de cas. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent à l'hôpital. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent en réanimation. Pour l'instant, en France, le nombre de morts commence tout juste à augmenter. On est resté pendant longtemps à 30 morts par jour. Mais 30 morts par jour, finalement, au bout de 10 jours, ça fait 300 morts. Au bout d'un mois, ça fait 1000 morts. C'est quand même beaucoup. Donc, ce n'est pas négligeable. On l'a vu, l'Autriche décide de reconfiner toute sa population. C'était nécessaire? J'imagine que leur système de santé commence à être saturé. Et quand on commence à plus pouvoir faire de médecine autre que du Covid, il faut faire quelque chose. Alors, entre le 1er et le 7 novembre, le continent a recensé plus de 60% des nouvelles infections à travers la planète. Par contraste, les autres régions du monde ont signalé des baisses ou des tendances stables des nouvelles infections, sauf l'Afrique qui a connu une légère hausse de 4%. Pourquoi à nouveau une vague sur l'un des continents les plus vaccinés de la planète? En réalité, on n'en sait un peu rien. Et puis, il faut aussi se méfier des nombres. Les nombres de cas, de toute façon, ça dépend beaucoup de combien de tests on a fait. Donc, en France, par exemple, on a fait 7 fois moins de tests qu'au Danemark. Donc, on a trouvé beaucoup moins de cas. Donc, on ne trouve pas tous les cas. Et probablement, en Afrique, on trouve très peu les cas. Donc, je prendrais plutôt les morts, qui sont un moins mauvais indicateur, qui ne sont pas non plus parfait. Et effectivement, l'Europe, c'est 54% des morts en ce moment, de l'ensemble des morts. Donc, c'est visiblement l'épicentre de l'épidémie. C'est le moteur même de la pandémie, vous diriez? Non, ce n'est pas le moteur, mais c'est juste, il y a plus de cas en ce moment. Alors pourquoi? Il fait plus froid, il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, les gens font moins attention, le virus circule. Et on n'a jamais contrôlé l'épidémie comme l'ont fait certains pays, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ou la Corée du Sud et la Chine, où ils sont arrivés à vraiment contrôler l'épidémie. Et dès qu'il y a un cas, on teste massivement autour de ces cas, on isole tous les gens qui sont positifs et le virus arrête de circuler. On n'a jamais fait ça. Vous évoquez les non-vaccinés. Les non-vaccinés sont responsables de cette nouvelle vague, comme on l'entend souvent? Alors, les non-vaccinés ce sont les non-vaccinés qui arrivent à l'hôpital et en réanimation, mais tout le monde fait circuler le virus. Les non-vaccinés ont 4 fois plus de risques d'être positifs, 9 fois plus de risques d'arriver en réa et 9 fois plus de risques de mourir. Donc, les non-vaccinés ne sont pas responsables de la circulation, ils contribuent largement à la circulation, mais c'est surtout ceux qui sont en danger, c'est ceux qui pâtissent de la circulation du virus. Alors on voit que face à cette nouvelle vague, plusieurs pays en Europe, j'évoquais l'Autriche, mais plusieurs pays mettent en place des mesures restrictives à nouveau. Est-ce que d'un point de vue sanitaire, ça se justifie? Est-ce que c'est efficace? Moins on croise de gens, et plus on fait attention, moins le virus circule. Donc, mais c'est quand même une mesure, on a déjà joué à ça plusieurs fois, c'est une mesure temporaire, et dès qu'on lève le pied, les affaires reprennent. Donc, en fait, ce qui pourrait nous sauver, c'est 2 choses. La première, ce serait vacciner les gens qui ne sont pas vaccinés. Il reste encore 6 100 000 personnes de 12 ans et plus qui ne sont pas vaccinées, plus les 9 400 000 enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas vaccinables. Donc ça nous fait quand même plus de 15 millions de gens chez qui le virus ne demande qu'à circuler. Et puis l'autre chose qu'on pourrait enfin se mettre à faire, c'est à tester massivement. Par exemple, on pourrait tester tous les enfants 2 fois par semaine dans les écoles. Mais pour ça, il faudrait changer complètement de système. Pour l'instant, on teste 200 000 enfants par semaine. Ça ne sert absolument... Et on ferme les classes dans lesquelles il y a des cas. Ça ne sert absolument à rien parce que il y a 6 millions d'enfants. Si vous en testez 200 000, vous en testez 1 sur 30, ça ne sert à rien de fermer les classes que vous avez dans lesquelles vous avez regardé si vous laissez toutes les 29 autres, vous n'avez pas regardé, ouvertes. On comprend que vous militez pour les tests. Bon, on revient à la vaccination. Il y a donc ceux qui ne se font pas vacciner. Il y a les autres. On va regarder ce graphique concernant la vaccination en fonction des tranches d'âge. On a choisi de s'attacher à la tranche des plus de 60 ans. Le Portugal fait partie des bons élèves européens. L'Autriche, qui, malgré la vague qu'on évoquait, a plutôt un bon taux de vaccination, tout comme la France. Et puis enfin, la Bulgarie, qui fait figure de mauvais élèves. Quels enseignements vous tirez de ce graphique? Il y a presque 20% des 60 ans et plus qui ne sont pas vaccinés en France. Et donc ça, c'est très grave. Parce que ces gens-là, s'ils attrapent le Covid, ils sont en très grand danger. Surtout qu'ils sont souvent
une autre maladie, certains sont déjà fragiles. Donc, mais pourquoi est-ce qu'on ne va pas vacciner ces gens chez eux? Ces gens qui sont âgés, les gens de 80 ans, 90 ans, qui sont chez eux, souvent, n'ont pas de voiture, ne savent pas se servir d'Internet, ne prennent pas de rendez-vous sur Internet. Et il faut aller frapper à leur porte. C'est ce que fait le Portugal, c'est ce qui explique ce chiffre? Probablement, oui, absolument. Je pense que certains pays du Sud, en Italie, en Espagne, on est allé vacciner les gens chez eux, bien sûr, depuis assez tôt. Là, quand on parle de cette tranche d'âge, on parle de 3e dose, on y vient forcément? C'est inéluctable? Alors, la 3e dose, c'est très intéressant, parce que la 3e dose, en fait, vous êtes très bien protégé si vous avez reçu 2 doses du risque de maladie grave. L'efficacité du vaccin, c'est pas l'efficacité du vaccin. Il n'y a pas une efficacité du vaccin. Il y a l'efficacité du vaccin pour vous protéger d'avoir une infection et l'efficacité d'avoir une infection grave. Et la baisse de ces 2 efficacités n'a pas la même dynamique. En fait, la probabilité de devenir positif, la protection baisse avec le temps. Après 6 mois. Après 6 mois, c'est donc là, on est moins bien protégé. On est bien moins protégé. On peut attraper. De l'attraper. Voilà. Mais la protection contre les maladies graves baisse à peine. Donc vous êtes bien protégé contre les maladies graves. Donc la 3e dose, c'est surtout pour pas contaminer les autres, en fait. Parce que si vous le rattrapez, ça va vous faire pas grand-chose. Et ça, c'est valable, pas la 3e dose, mais la première pour les enfants aussi. Le Canada, par exemple, donne son feu vert au vaccin de Pfizer pour les 5 à 11 ans. C'est une bonne décision de santé publique? Ça réduit la circulation du virus, évidemment, parce que les enfants, c'est un bon réservoir. Ils se croisent, ils vont à l'école, aucun n'est vacciné. Dès qu'il y en a un qui est positif, il y a beaucoup de chances que tout le monde soit positif. Je ne sais pas, le collège de ma petite fille, ils ont pratiquement tous eu le Covid. Voilà. Mais ils n'ont pas été très malades. La plupart n'ont rien eu. Certains ont perdu l'odorat pendant quelques jours. C'est pas grave. Ils ont eu un peu de fièvre. C'est pas du tout grave. Mais ils risquent de contaminer les personnes autour d'eux, la boulangère, la personne qui vient les garder, un de leurs professeurs, quelqu'un de fragile. Donc ils participent aux contaminations, même si eux ne sont pas sévèrement atteints. Conséquence de la pandémie des gestes barrières, des organismes qui sont paradoxalement fragilisés. On arrive vers la saison de la grippe. Est-ce qu'il faut se faire vacciner pour la grippe aussi? Il faut toujours se faire vacciner contre la grippe. Ce n'est pas un vaccin qui marche très bien, mais qui protège de la grippe. Et la grippe tue, je ne sais pas exactement combien de gens, mais peut-être 10 000 personnes ou 20 000 chaque année. Le Covid en a déjà tué 118 000, donc c'est vraiment beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus important d'être vacciné contre le Covid que d'être vacciné contre la grippe, mais il faut faire les deux. On peut faire les deux en même temps? Ah oui, bien sûr, je crois que c'est organisé comme ça. Je ne suis pas médecin, mais c'est organisé comme ça, oui. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de nouveaux variants qui viennent relancer la pandémie. La dernière fois, c'était au printemps avec le variant Delta. On a bien évoqué le Delta+. Est-ce que cette absence de nouveaux variants majeurs qui vient rebattre les cartes, ça veut dire que le virus évolue moins vite? Non, ça veut dire... Enfin, ça, c'est ma compréhension du truc, mais je ne suis pas spécialiste de la mutation du virus, mais le virus, il mute bêtement, et quand il tombe sur une mutation qui est un avantage, eh bien, ces variants-là s'installent. Donc, le problème, le Delta, il est très contagieux, il est très efficace, donc les mutations... Ça veut dire que pour l'instant, il fonctionne tellement bien qu'aucun autre variant ne peut le supplanter, c'est ça? Oui, enfin... Il mute de façon aléatoire et quand, par hasard, ça lui confère un avantage sur le variant actuel, il se met à occuper le terrain. On a vu ça entre alpha et delta. Mais pour l'instant, ça reste delta, mais on n'est pas à la merci d'un nouveau variant qui peut arriver de n'importe où et qui sera plus malin, plus efficace, qui rentrera plus facilement dans les cellules humaines et qui sera plus contagieux. Il faut qu'il soit plus contagieux parce que c'est la contagiosité qui fait son succès. Pour conclure, la Covid-19, est-ce qu'elle est en train de devenir un virus saisonnier ou pas encore? Parce qu'on évoque toujours cette piste de se dire, à un moment donné, ça va se fondre dans la masse, si vous me passez l'expression, on y est? Mais est-ce qu'il est tellement saisonnier? Parce qu'au début, on a vu que l'épidémie était à la fois en même temps dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, donc il n'est pas très saisonnier. Il est un peu favorisé. On a eu une vague l'année dernière en novembre, là on a une vague maintenant, mais on a eu aussi une vague en été cette année. Donc en réalité, il n'est pas particulièrement saisonnier. Maintenant, si la question est est-ce qu'il est là pour rester? Malheureusement, probablement oui. Sauf si on trouve des vaccins très très efficaces et qu'on arrive
l'enrayer complètement, mais pour l'instant, ça a plutôt l'air d'un virus durable et pas tellement saisonnier. Catherine Hill, merci beaucoup pour cet éclairage dans 64 minutes dans le Grand Angle. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. À très bientôt. Merci beaucoup.